Une machine à vitrectomie ne se choisit pas comme un simple aspirateur en fonction de sa puissance, de son aspect, de sa couleur ou de son fabricant. Chacune des choses que nous lui demandons de faire est si importante dans la réussite finale de l'intervention que nous ne pouvons pas nous contenter d'un à peu près. Nous lui demandons de nous permettre de contrôler très exactement la quantité de fluide qui va rentrer dans la pièce à main pour éviter d'aspirer ou de déchirer la rétine flottante auquel il adhère, et donc de nous donner un contrôle précis du débit d'aspiration. Nous lui demandons de couper vite et bien, sans arracher ni faire bouger la rétine. Nous lui demandons enfin de maintenir une stabilité de la pression intraoculaire pendant toute l'intervention, et donc d'adapter son débit d'infusion au débit d'aspiration. Le problème, c'est que nous travaillons dans un milieu complexe, à viscosité variable, et que la machine n'est pas intelligente. Elle ne peut répondre à nos exigences qu'en obéissant à des lois physiques, en l'occurrence aux lois de la dynamique des fluides. Les lois universelles et incontournables de la physique nous rappellent que le débit d'un fluide dans un tuyau est égal au produit de la vitesse de déplacement de ce fluide par la surface interne du tuyau. La vitesse du fluide est engendrée par le différentiel de pression qui est le seul moteur possible capable d'entraîner un déplacement fluidique. Elle est ralentie par les forces de friction liées à la rugosité interne de la paroi et surtout à la viscosité du fluide. Quant à la surface interne du tuyau, elle dépend de son diamètre interne et peut être influencée par les forces de compliance sous l'effet d'une dépression. À ma connaissance, une seule étude expérimentale a étudié si ces lois théoriques de la dynamique des fluides s'appliquaient en tout point dans la pratique d'une vitrectomie, celle de Jean-Christophe Badet et Bernard Collin en 2001, qui m'ont autorisé à intégrer leurs résultats dans ce film. Voyons tout d'abord le débit d'infusion. Les choses sont assez simples. Il n'y a que peu de force de friction car le BSS n'est pas visqueux. Il n'y a pas de force de compliance car il n'y a pas de dépression. Les seuls éléments en jeu sont le gradient de pression et le diamètre interne de la tubulure. Le gradient de pression est lié à la pression d'infusion qui dépend de la différence de hauteur entre le compte-gouttes de la bouteille et l'œil. Lorsqu'il n'y a pas de fuite ni d'aspiration, s'établit une égalisation immédiate de la pression d'infusion et de la pression intraoculaire. Ces deux pressions varient ensemble en fonction de la hauteur de la bouteille. En cas de fuite ou d'aspiration, la pression intraoculaire va baisser. Il y aura donc un gradient de pression responsable d'un débit d'infusion. Ce débit d'infusion sera proportionnel au diamètre de la tubulure. Badet et Collin ont confirmé ces données théoriques. En absence d'aspiration, une infusion à 70 cm entraîne une pression de 51,7 mm de mercure dans l'œil et dans toute la tubulure d'aspiration. Cette pression d'infusion est responsable dans l'air d'un débit de 36 cc par minute. Dans l'œil, les frictions diminuent le débit à 23 cc par minute. Enfin, les frictions au niveau de la pièce à main et de la tubulure d'aspiration réduisent encore l'écoulement naturel du BSS à l'entrée de la pompe à 8 cc par minute. Deux conséquences chirurgicales évidentes. Pour une bouteille à 70 cm, quand on branche la platine et que l'on ouvre l'infusion, la pression intraoculaire va être grande. On a certes besoin d'une bonne pression d'infusion pour obtenir un débit d'infusion suffisant et compenser un bon débit d'aspiration, mais si l'on enlève la pièce à main sans clamper l'infusion, la pression intraoculaire qui s'établira sera responsable d'une incarcération vitréo-rétinienne qui est une complication grave. Il y a donc absolue nécessité d'une commande de l'infusion à la pédale, comme en phaco. Puisque 51,7 mm de mercure de gradient de pression entre la bouteille et la pompe entraîne déjà un écoulement naturel de 8 cc minutes à l'entrée de la pompe,
Si l'on augmente ce gradient de pression avec une dépression additionnelle, avec une pompe Venturi, on ne pourra qu'obtenir un débit au-delà de 8 cc minutes. Le débit minimum dans le BSS pour une dépression à moins 5 mm de mercure seulement sera déjà de 8,4 cc minutes. Seule une pompe débimétrique, comme la pompe péristaltique, pourra, grâce à une rotation lente des galets, freiner l'écoulement naturel du BSS et permettra donc de contrôler des débits dans l'eau de 0 à 8 cc minutes sans difficulté. Voyons maintenant le débit d'aspiration. Dans une vitrectomie, il faut non seulement enlever le vitré central, mais aussi la hyaloïde postérieure, la hyaloïde antérieure et le vitré périphérique. Et tout cela nécessite des débits d'aspiration différents. Voyons cela sur un exemple. Dans ce cas, la rétine est éloignée du centre de l'œil. Pour la vitrectomie centrale, il n'y aura donc pas de grand danger. On voudra être efficace et rapide et on utilisera pour cela des débits élevés de l'ordre de 15 à 20 cc minutes. Puis on voudra enlever la hyaloïde antérieure sans risquer d'aspirer la cristalloïde postérieure. On baissera donc le débit à 8 cc minutes ainsi que la fréquence de coupe. Ça y est, la hyaloïde est aspirée. De retour dans le vitré central, on repassera à 15 cc minutes avant d'aborder le vitré périphérique. C'est un œil fac, on fera donc une indentation manuelle. Pour le vitré de la moyenne périphérie, on travaillera entre 6 et 8 cc minutes, puis, quand on abordera les derniers reliquats périphériques, on travaillera entre 2 et 4 cc minutes. On voit donc la nécessité de faire varier en permanence le débit d'aspiration en fonction des besoins. Mais, comme nous l'avons vu, ce débit d'aspiration fait intervenir de nombreux paramètres qu'il va donc falloir tous contrôler de façon précise si l'on veut réaliser une bonne vitrectomie. C'est ce que nous allons voir pas à pas. Tout d'abord, le gradient de pression. Le gradient de pression est engendré par la pompe. Si la pompe ne tourne pas, la pression est la même partout. Il n'y a pas de gradient de pression, il n'y a pas de débit d'aspiration. La pompe agit en créant une dépression plus basse que la pression intraoculaire. Elle crée donc un gradient de pression et donc un débit d'aspiration. Pour un liquide de viscosité donnée et une tubulure donnée, à un gradient de pression donné correspondra toujours le même débit et inversement. Certes, certains constructeurs ont pu vanter leur système de pompe responsable selon eux d'un meilleur débit, comme si les lois universelles de la physique ne s'appliquaient pas à l'ophtalmologie. Mais c'est un mensonge. Pour un liquide de viscosité donnée et une tubulure donnée, à un gradient de pression donné correspond toujours le même débit. Le problème, c'est qu'en vitrectomie, on ne travaille pas dans un liquide à viscosité donnée. Il en est d'ailleurs de même pour l'eau et le miel. Or, pour un même gradient de pression, le débit ne sera pas le même dans l'eau et dans le miel. Et c'est là qu'intervient le choix du système de pompe. Avec une pompe à contrôle de vide comme la pompe Venturi, on ne contrôle que la dépression et donc que le gradient de pression. On ne contrôlera donc pas les variations dues à la viscosité du fluide. Et, pour un même gradient de pression, on obtiendra différentes valeurs de débit en fonction de la viscosité du fluide. Avec une pompe débimétrique comme la pompe péristaltique, la colonne de fluide aspiré venant combler l'espace virtuel provoqué par le passage du galet
va être la même quelle que soit la viscosité du fluide. Le débit provoqué par la rotation de galets sera donc constant, mais il engendrera des dépressions à la pompe variables en fonction de la viscosité du fluide aspiré. Badet et Collin ont confirmé ces données. Avec une Venturi et une coupe à 1 Hz, soit 60 coups minutes, on a 15 fois plus de débit dans le BSS que dans le blanc d'œuf pour une dépression de moins 50 mm de mercure à la pompe, 7 fois plus pour moins 150 mm de mercure et 6 fois plus pour moins 300 mm de mercure. Ces énormes différences sont retrouvées également à 5 Hz, 300 coups minutes, à 10 Hz, 600 coups minutes, et 20 Hz, 1200 coups minutes. Avec une pompe péristaltique à 60 coups minutes, les débits dans le BSS et le blanc d'œuf sont pratiquement les mêmes à 10% près, jusqu'à 15 cc minutes, débit à partir duquel, dans le blanc d'œuf, les dépressions requises dépassent les capacités de la machine. Même constatation à 300 coups minutes, 600 coups minutes et 1200 coups minutes. Voyons les conséquences pratiques, tout d'abord lors d'une vitrectomie centrale. S'il utilise une pompe Venturi et si, parce qu'il est prudent, l'opérateur a choisi une dépression maximale de moins 50 mm de mercure, il verra son débit d'aspiration passer progressivement de 13 cc minutes à 0,85 cc minutes. Il va mettre une demi-heure pour faire sa vitrectomie centrale et trouvera cela insupportable. Si, comme moi, il est plus impatient, il décidera un débit maximum de dépression beaucoup plus élevé, en se promettant de n'appuyer que légèrement sur la pédale au début et d'appuyer plus largement lorsque le débit sera trop bas. Voilà, le débit baisse, il appuie plus à fond pour rétablir le débit. Le problème, c'est que lorsqu'il reviendra sans le savoir dans le BSS, la forte dépression entraînera un débit d'aspiration 2 fois supérieur à son débit d'infusion. Cela est facile à comprendre. Si vous buvez une limonade avec du miel, quand vous êtes dans la limonade, la dépression créée par la bouche vous donne un débit satisfaisant. Si vous descendez dans le miel, il vous faut créer une très grande dépression pour obtenir un tout petit débit. Et si, avec cette grande dépression, vous revenez dans la limonade, vous vous étouffez car le débit sera alors trop grand. Voici la simulation opératoire. Au début, peu de force de friction, donc bon débit. Puis, lorsque le vitré remplit la tubulure et que le débit baisse, l'opérateur appuie plus fort sur la pédale, et lorsque l'eau revient à nouveau, la catastrophe arrive. Avec une pompe péristaltique, l'opérateur choisit non pas la dépression maximale, mais le débit maximum qu'il ne voudra pas dépasser, ici 12 cc minutes. Il utilisera sans le savoir des dépressions de l'ordre de moins 500 mm de mercure, infiniment dangereuses avec une pompe Venturi. Ces dépressions s'afficheront sur l'écran de sa machine, mais il n'en aura rien à faire. Il ne se souciera de rien d'autre que de contrôler son débit au pied. Cela lui permettra d'effectuer une vitrectomie centrale plus sûre et plus rapide, car utilisant des valeurs de dépression très élevées sans aucun risque. Ce chef culinaire français peut vous prouver facilement cela. Voici une tubulure à vitrectomie qu'il va couper et placer dans un verre de vin rosé très léger et à très faible viscosité. Pour simuler une pompe péristaltique, il va utiliser l'instrument préféré de sa femme lorsqu'il rentre tard le soir, le rouleau à pâtisserie. Pour un certain nombre de tours de rouleau, il va éliminer et pomper une certaine quantité de vin rosé.
S'il remplace ce vin léger par un liquide très visqueux, imbuvable à la paille, du sirop de pancake, et qu'il recommence l'opération, pour le même nombre de tours de rouleau, il aura pompé la même quantité de sirop d'érable. Incroyable mais vrai. Pour la vitrectomie périphérique, il ne s'agit plus d'être rapide, il s'agit d'être précis. Avec une pompe Venturi, on ne peut pas aspirer dans l'eau à moins de 8 cc minutes avec une infusion à 70 cm. Or, en fin de vitrectomie centrale, la tubulure est souvent pleine de BSS. C'était le cas dans cet exemple où, avec une Venturi, j'ai eu une première alerte qui m'a fait lever le pied sur la pédale, mais, malgré tout, bien que faisant attention et coupant à 700 coups minute, en moins d'un tiers de seconde, le débit minimum de la Venturi a créé l'irréparable. On peut revoir la scène au ralenti et constater qu'un débit de 8 cc minute suffit à faire une déchirure en l'espace de 3 coups. 1, 2, 3. Avec une pompe péristaltique, on peut aspirer à moins de 8 cc minute dans l'eau en relevant le pied. On peut ainsi faire cette vitrectomie périphérique avec plus de précision. « 6 ou 8 cc minutes sont la plupart du temps corrects sur une rétine à plat. Par contre, lorsque la rétine ciliaire est décollée, cela peut être déjà trop. Ainsi, cet exemple, où travaillant à 8 cc minutes, j'ai créé une déchirure iatrogène dont je me suis rendu compte au second passage. Là, la voilà. Dans ces cas, il vaut mieux changer de programme, comme on passe la première dans une voiture, et opter pour un programme vitrectomie à bas débit, avec un débit d'aspiration maximum à 6 cc minutes. On aura alors toute la course de la pédale pour sélectionner de 0 à 6 cc minutes le débit que l'on désire avoir et réaliser une vitrectomie périphérique précise et complète. Dans ce cas, c'est facile, on travaille à 6 cc minutes. Mais dans ce cas, c'est plus périlleux et on travaillera à 2 cc minutes. Cela n'est pas possible avec une Venturi, sauf à placer la bouteille à 10 cm au-dessus de l'œil du malade, à travailler à moins 10 mm de mercure et à consacrer 2 heures et demie par vitrectomie. Au terme de cette réflexion, on voit donc que pour maîtriser les problèmes liés à la viscosité du vitré, le choix entre la Venturi et la péristaltique se portera rapidement, pour des raisons de rapidité et de sécurité, vers la péristaltique. Voyons maintenant la coupe. Il faut distinguer 3 choses dans la coupe: la vitesse de déplacement du couteau, le temps d'occlusion de la porte du vitréotome et la fréquence de la coupe. On recherchera une grande vitesse de déplacement du couteau car elle va de pair avec la qualité de la coupe qui est la principale qualité d'une pièce à main. Il est bien connu qu'un couteau qui se déplace à grande vitesse coupe mieux qu'un couteau plus lent. Le temps d'occlusion de la porte par le couteau est important. Avec un système classique, le temps d'ouverture de la porte est égal au temps de fermeture, et cela quelle que soit la fréquence sélectionnée. Si l'on choisit un système à court temps d'occlusion, le temps d'ouverture sera infiniment plus grand que le temps de fermeture. Cela permettra de contrôler le débit pendant près de 2 fois plus longtemps qu'avec un système classique, et c'est quand même le but de la manœuvre.
Bada et Collin ont objectivé cette différence. À chaque cycle d'1 seconde, le temps d'ouverture de la porte est de 0,45 secondes dans le système classique, contre 0,9, soit le double, dans le système à court temps d'occlusion. C'est pourquoi dans le BSS, avec une coupe classique à 60 coups minutes, on aura avec une Venturi un débit d'aspiration de la moitié de ce que l'on a avec un court temps d'occlusion. Avec une péristaltique, les débits seront les mêmes, car la pompe éliminera en 30 secondes d'ouverture avec une coupe classique la même quantité de fluide qu'en 1 minute avec une coupe à court temps d'occlusion, mais cela se fera au prix de conséquences hydrodynamiques importantes. Voyons comment. Comme nous l'avons vu, lorsque la bouche est ouverte, la pression intraoculaire est abaissée par le débit d'aspiration, et la pression dans la bouche du vitréotome est légèrement inférieure. Il y a donc un petit gradient de pression responsable d'un petit débit d'aspiration bien contrôlé. Lorsque la bouche se ferme, la pression oculaire augmente car il n'y a plus d'aspiration et la pompe continue à tourner créant une augmentation de la dépression puisqu'on est en occlusion. À la réouverture de la bouche, le gradient de pression sera très important, responsable d'un très fort débit incontrôlé avant le retour à la normale. Bada et Collin l'ont bien démontré. Avec un système classique, lors de la fermeture, la pression dans la pièce à main s'abaisse considérablement, tandis que la pression intraoculaire, elle, remonte à sa position de repos, subissant des variations de 25 mm de mercure. Avec une coupe à temps d'occlusion court, en dehors des petites variations dues à l'onde de choc provoquée par le mouvement du couteau, la différence de pression entre la pièce à main et l'œil est très stable, la pression intraoculaire ne subissant que des variations de 2 mm de mercure seulement. Les conséquences chirurgicales sont énormes. Même à bas débit, avec une coupe classique, le gradient de pression important qui a le temps de se créer pendant la fermeture du couteau va entraîner à la réouverture un tel appel que la rétine va bouger et ce mouvement ne sera pas contrôlé par l'opérateur. Avec une coupe à court temps d'occlusion, le gradient de pression n'aura pas le temps d'augmenter et la rétine n'aura pas de mouvement incontrôlé. Le contrôle de la fréquence de coupe est pour moi aussi important que le contrôle du débit d'aspiration, les deux variant d'ailleurs souvent ensemble. Voici un exemple de vitrectomie pour perforation oculaire. Au début, pour la vitrectomie centrale, puisque j'ai un fort débit d'aspiration, je coupe vite, à 600 ou 800 coups minute, pour éviter toute traction périphérique importante pouvant engendrer une déchirure tractionnelle à distance. Pour enlever la hyaloïde antérieure, ou, comme je vais le faire maintenant, la hyaloïde postérieure, je ralentis la coupe, et l'arrête même parfois de temps en temps, pour donner le temps aux structures de rentrer dans la bouche du vitréotome avant de les décoller. C'est fait. Je recommence une coupe rapide avant d'aborder la vitrectomie périphérique. Là aussi, c'est un œil fac, je ferai donc une indentation manuelle. Pour la vitrectomie périphérique, je vais diminuer le débit d'aspiration. Je pourrai donc également diminuer sans trop de risque la fréquence de coupe. Ainsi, le vitré hémorragique situé au niveau de la base du vitré et que l'on ne pourra pas aborder directement sans risquer de toucher le cristallin, aura le temps, entre chaque coupe, d'être aspiré vers le bas. On voit donc la nécessité, à chaque instant, de faire varier simultanément le débit d'aspiration et la fréquence de coupe. Il y a donc absolue nécessité d'une pédale bilinéaire. Revenons à notre malade. Une prolifération est adhérente à la capsule postérieure.
Si l'on coupe rapidement, elle n'aura pas le temps d'être aspirée par le vitréotome. Pour l'aspirer, il faudra diminuer la fréquence de coupe et augmenter un peu le débit. On contrôlera alors les deux actions successives comme lors d'un travail à deux mains. La première tend et attire la structure dans la bouche du vitréotome avant que la deuxième ne coupe au moment désiré. On agira tel un coiffeur qui tend les cheveux avec son peigne avant de les couper à l'endroit désiré, comme nous faisons lorsque nous coupons une suture au ras d'un nœud, et comme font des générations d'artisans depuis des siècles chaque fois qu'il s'agit de couper des fibres adhérentes. Mais si l'on ne contrôle pas le premier temps, c'est-à-dire le débit d'aspiration, une coupe lente peut exposer à une blessure rétinienne. C'est pourquoi certains opérateurs travaillant en contrôle du vide ont demandé la high-speed vitrectomy. Voyons le résultat. Ici, je coupe à 600 coups minute. La rétine bouge car le vitré adhérent à la rétine a le temps de venir dans le vitréotome. Maintenant, je coupe à 1800 coups minute et là, miracle, la rétine ne bouge plus, donnant l'illusion à l'opérateur d'une vitrectomie très sûre. Mais le problème, c'est qu'elle est aussi très incomplète. Si l'on passe une aiguille au ras de cette rétine, on va accrocher tout le cortex vitréen adhérent qui n'aura pas été aspiré durant cette high-speed vitrectomie. Par contre, une aspiration douce à bas débit d'aspiration, sans coupe, va décoller ce cortex. La haute fréquence de coupe fait une vitrectomie très sûre, mais très incomplète, car elle ne fait que sectionner les extrémités des fibres. Il n'y a pas de secret. Si l'on veut enlever plus de vitré au ras de la rétine, il faut d'abord le faire venir par une coupe lente et donc faire bouger la rétine. Pour éviter alors de couper la rétine, il faut contrôler le débit d'aspiration.